Mesdames, Messieurs, bonsoir. Demain, élection présidentielle en Algérie. C'est ce que nous débattons dans l'émission de ce soir. Une élection anticipée, des résultats joués d'avance et peu d'espoir d'un changement politique ou de politique publique. En tout, il y a 3 candidats, le président sortant et 2 baladins. Plus de 23 millions d'électeurs se préparent à aller voter donc demain. Et pour une majorité d'entre eux et d'entre elles, le chef de l'État n'est pas prêt de quitter le palais Mouradia, de son propre chef ou pas. Alors à quoi bon aller voter? Et si le taux d'une réélection promet d'atteindre des sommets, le taux de participation devrait traduire un sentiment de défiance d'une jeunesse algérienne maltraitée depuis le mouvement du Hirak et complètement désabusée. Quoi qu'il en soit, que pourrait changer un deuxième mandat de 5 ans du président au quotidien des millions d'Algériens qui aspirent à vivre dignement? Quel est le bilan socio-économique du mois du président sortant? Enfin, sur un niveau purement économique, outre les hydrocarbures qu'exporte l'Algérie d'aujourd'hui. Pour répondre à ces questions d'actualité, je reçois le politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Mostafa Srimi. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons avec nous également, c'est un plaisir renouvelé de l'accueillir pour cette nouvelle saison de questions d'actu, l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Marhaba. D'abord, avant de parler élection, de manière factuelle, messieurs, c'est notre marque de fabrique dans Média TV, dressons le bilan du quinquennat de Abdelmajid Tebboune, qui est donc à la tête de l'État depuis 2019. Son bilan en comparaison aux 7 chefs de l'État qui ont gouverné l'Algérie depuis l'indépendance il y a 62 ans. Professeur Srimi, bilan. Peut-être avant de parler du bilan, rappeler à nos téléspectateurs dans quelles conditions le président Tebboune a été élu, donc voici près de 5 ans. Il a été élu le 12 décembre donc 2019 dans des conditions politiques particulières. C'est venu après l'échec du 5e mandat du président Bouteflika par suite de la mobilisation du Hirak, il faut le dire, de février 2019 jusqu'à 2020, ça continue d'ailleurs. Et le fait qu'il fallait donc un candidat. Il a été adoubé, lui, par l'ancien chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Salah, Gaïd Salah, qui l'a donc imposé. Abdelmajid Tebboune, c'est un profil particulier. Il n'a aucune référence quant à la participation à la lutte de libération nationale. Il est diplômé de l'ENA d'Alger, il a été préfet, ministre, etc. Donc un parcours technocratique, si je puis dire. Et il avait cette particularité d'avoir été Premier ministre au printemps 2017, mais pendant moins de 3 mois. D'abord, il avait été éjecté dans des conditions humiliantes par Saïd Bouteflika, le frère du président Bouteflika. Donc voilà quelqu'un qui a un profil qui n'est pas très marqué. Alors, évidemment, ayant été parrainé et porté par l'armée, le général Gaïd Salah, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et la situation de l'exercice de sa présidence depuis décembre, donc 2019 jusqu'à aujourd'hui, est intéressante à rappeler. Première question, vous l'avez dit, pourquoi des élections anticipées? Le mandat normal de Tebboune finit en décembre 2024. Effectivement, il y a des élections. Mais avant de parler des élections, parlons du bilan. Le bilan, j'y viens. Qu'est-ce qu'a réalisé ce président sortant qui se représente pour sa pour une prochaine réélection, en tout cas, visiblement, ce serait l'issue du vote de demain. Mais qu'est-ce qu'il a finalement réalisé lors de son quinquennat premier? Il a présenté son bilan en décembre dernier dans le seul discours à la nation qui ait été adressé donc au peuple algérien, dans le cadre d'ailleurs de l'Assemblée nationale. C'était en décembre 2023 et il a fait un bilan dithyrambique de ses réalisations. C'est-à-dire, à l'écouter, l'Algérie de Tebboune, c'est la Californie ou Singapour. Donc nous en sommes là. Alors ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, fondamentalement, c'est qu'il n'a pas réussi à modifier le modèle de développement algérien. Du coup, on parle de 3 millions de chômeurs algériens qui touchent 70% du SMIC à ne rien faire. Voilà, c'est-à-dire que c'est une politique d'assistance pour acheter la paix sociale et acheter le soutien.
Il a donné une allocation chômage aux uns et aux autres, c'est à peu près 3 millions de personnes, donc il y a 3 millions de personnes qui ont une allocation chômage, qui ne cherchent pas d'ailleurs à travailler, parce que c'est une rente. Pourquoi voulez-vous? Alors ils bricolent à côté dans l'informel, tout ça, dans le trabendo, tout ça, mais il y a une rente d'État qui est assurée. Autre point aussi, c'est le blocage, c'est la situation du chômage. Le chômage en Algérie, d'après les chiffres officiels, est de 17%. De fait, il est de 22-24%. Et de 40%, c'est les jeunes de 18 à 25 ans. C'est une situation préoccupante. Si bien que l'espoir offert aux jeunes comme projet de société, si je puis dire, c'est quoi? C'est pas de trouver du travail, c'est soit le harig, donc, etc., soit le visa. Nous sommes dans une situation particulière, c'est-à-dire le projet de vie de la jeunesse algérienne, c'est soit le harig, donc c'est l'informel, c'est soit la migration dans le cadre de ce qui s'est passé, puisque les grands talents, les compétences algériennes s'installent en Europe, en France, ailleurs, aux États-Unis, partout, etc. Médecins, ingénieurs, informaticiens, tout ce que vous voulez, etc. C'est un exode. Et puis, il y a comme polarisation le visa. Le projet de vie, le projet de vie des jeunes Algériens, c'est d'obtenir un visa pour partir. Pourtant, il y a eu des promesses. Il y a eu des promesses de ce même président, notamment au début de son mandat, de diversifier l'économie, de créer de la valeur ajoutée, de créer des emplois, alors que jusqu'à... Vous savez, ce qu'on dit des promesses, elles n'engagent que ceux qui les reçoivent. C'est bien connu. Ou qui les croient. Oui, c'est une formule ancien ministre français, Charles Pasqua. Alors, pour le modèle, je parlais d'échec du modèle économique, le modèle algérien reste rigide et rentier. Pourquoi? Parce qu'il repose essentiellement sur les recettes des hydrocarbures. 60% des recettes fiscales du trésor algérien viennent des hydrocarbures. Et plus encore, 90% des recettes en devises viennent des hydrocarbures, pétrole et gaz. Voilà la situation, sans oublier qu'il n'a pas réussi à mettre sur pied un appareil productif libéral, ouvert, du fait de réseaux d'intérêts croisés, si bien que pèsent sur l'économie de ce pays un certain nombre de contraintes majeures qui empêchent le développement de l'Algérie. Officiellement, le taux de croissance dans la loi de finances 2024 est de 4%, mais il y a croissance mathématique, comptable, mais il n'y a pas de développement, et c'est ça, c'est fondamental. La Banque mondiale a rectifié, elle l'a réduit à 2,8. À 2,8, alors que c'est un pays, quand même, il faut le rappeler, qui est exportateur d'une grosse valeur ajoutée que sont les hydrocarbures. Mais ce n'est pas une valeur ajoutée, madame. La matière première n'a jamais été une valeur ajoutée. Mais on le voit. C'est la matière première. Oui, mais les économies, justement, des pays qui exportent cette matière première enregistrent quand même des taux de croissance au-delà de 5-6%, notamment ces dernières années avec la flambée du brut. Qu'en est-il du bilan diplomatique, messieurs? Le bilan économique, socio-économique, on l'a vu, ça n'a pas vraiment changé. Le bilan diplomatique comparé aux 7 chefs d'État qui ont justement siégé au Palais Mouradia depuis l'indépendance, il y a 62 ans de ce pays. D'abord, le président candidat, il a un problème avec les statistiques. Oui. Et donc, il est tout le temps dans le délire. J'imagine, vraiment, j'hésite à évaluer ces statistiques. Sauf celles que je connais, c'est le budget de l'armée. Le budget de l'armée est le plus exorbitant qu'il y a. Il tourne entre 18 et 23 milliards de dollars depuis qu'il est là. Et puis l'argent qu'il donne aux séparatistes du Polisario. Et c'est ces statistiques-là que je crois, parce qu'elles sont crédibles. Maintenant, pour sa première candidature, il a été aidé par Gaïd Salah. Gaïd Salah l'a décoré de la plus grande distinction de l'Algérie. 2 jours après, il a disparu. Dans des conditions opaques. Voilà. La relève a été prise par le Chengriha. Et aujourd'hui, c'est l'armée qui a décidé qu'il soit là. Mais sur le plan diplomatique. Jamais l'Algérie n'a été aussi fragile et aussi isolée depuis son indépendance.
Alors, isolé dans le contexte régional, problème avec le Niger, à cause de la migration et de l'ingérence des Azawad, problème avec le Mali, problème avec la partie haftarienne de la Libye, problème avec la France, problème avec l'Espagne. Et aujourd'hui, on sent un gel et un froid avec la Russie. Oui. Et tous ces échecs diplomatiques ont été couronnés par, évidemment, la non-accession aux BRICS. Un camouflet sans précédent. Alors qu'il a chanté que c'était gagné d'avance. Et là, il n'a pas rejoint le club, alors que d'autres ont été choisis, soi-disant, pour un problème de crédibilité et de prestige selon la diplomatie russe. Ce n'est pas de moi. On arrive aux réunions internationales des pays africains. On a vu comment ça s'est passé, un échec, le dernier en Chine. Pourquoi vous dites le dernier en Chine? Parce qu'encore une fois, parlons de faits. Oui. Pourquoi vous parlez d'un échec en Chine Parce que la Chine et les pays africains ont appliqué les décisions d'Accra, qu'une entité qui n'est pas reconnue par les Nations Unies n'était pas acceptée dans des forums internationaux concernant l'Afrique et d'autres pays. On a vu l'incident du Japon, une barbouzerie digne du XXe siècle, qui a été soldée par vraiment un camouflet terrible. Et nous voilà maintenant, avec le Mali, la Chine vend aujourd'hui du matériel militaire au Mali, un contrat énorme et un partenariat stratégique. Donc il y a de quoi réfléchir pour tous les paramètres et tous les paradigmes de la diplomatie, parce qu'il navigue à vue. Et puis l'armée qui structure la vie politique. Pour moi, c'est tout le pouvoir qui est structuré. Peut-être qu'on y arrivera dans l'aval de l'armée pour le deuxième mandat. Si vous me permettez de le dire. Oui, j'aimerais bien que vous expliquiez davantage ce rôle de l'armée et finalement le rôle de l'institution présidentielle dans la gestion de ce pays. Je vais vous dire... Factuellement, bien sûr, avec des faits. Pour rendre hommage au défunt Bouteflika, il a commencé des réformes de manière à dépolitiser l'institution militaire. Il n'a pas réussi, l'état de santé. Ou démilitariser l'institution présidentielle. C'est là où vraiment... Oui. Donc, avant de se lancer dans la campagne électorale, le 27 mai, il y a le journal Jeish qui parle des réalisations. Oui. Donc, c'est un OK. Puis après, il y a eu un deal, un décret présidentiel qui autorise les militaires, les hauts gradés militaires à occuper des fonctions civiles dans les départements stratégiques, sans en préciser la nature. Et les entreprises publiques. Et les entreprises publiques. C'est le deal. Vous continuez. Gaïd Salah vous a permis d'être président. Nous, nous allons vous permettre de faire le deuxième mandat. Et ce deal-là, qui a créé un tollé en Algérie parce que vous mettez des militaires à la place de technocrates. Les aéroports, les ports, toutes les entreprises vont être militarisées. Et donc nous voilà dans une armée qui est dans une posture monopolistique du pouvoir. Et ça, c'est grave. Et jamais l'armée algérienne n'a été aussi décriée que sous le président Tebboune. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du contexte dans lequel il a été, ce président sortant, qui justement se représente à sa propre réélection, un contexte quand même de Hirak, qui avait commencé, n'est-ce pas, en 2019, qui avait quand même été arrêté, étouffé à cause de l'épidémie Covid-19. Bon, après, pour combien de temps? Le temps nous le dira. Mais justement, on sent que
eh bien, ce Hirak, malgré qu'il soit étouffé, il est toujours là, selon vous, professeur Mustapha Sahimi? Vous avez raison de le relever. Ça a été quand même une grande dynamique sociale. Inédite. Ah oui, imaginez un pays comme l'Algérie qui est verrouillé par l'appareil sécuritaire, par l'armée, etc., où les manifestations étaient interdites à Alger depuis 1992. Manifestations étaient interdites à Alger. C'est pour vous dire le dispositif sécuritaire. Eh bien, pour autant, ça n'a pas empêché le Hirak, le 22 février 2019, de se déclarer, et ça a été une immense contestation politique. Ce qui est intéressant, c'est quel était le message porté par le Hirak. C'est le remplacement du système et de toutes les figures du système. C'était pas changer la Constitution, c'était pas, c'est-à-dire nous ne voulons plus de ce système-là instauré depuis 1962, suivant des modalités variables entre les chefs d'État. Nous voulons autre chose, c'est-à-dire une Algérie nouvelle. Évidemment, ça n'a pas porté les fruits escomptés du fait, vous l'avez dit, des 2 années de Covid, donc c'est une situation de gel, mais pour autant, la dynamique sociale, elle est présente. Il y a un esprit Hirak en Algérie. Il y a des arrestations, surtout. Ça s'est traduit. Ça témoigne que le Hirak est toujours là. Et ça se traduit par des arrestations, non pas de journalistes, mais de patrons de presse. Patrons de presse, suppression de dizaines de sites. Il y a 200 détenus d'opinion relevés par les organisations internationales. Les organisations internationales parlent de 250 à 60. Voilà, mais pour l'instant, de 200. Et les associations, on parle 250. aussi de la société civile. Il y a aussi qui des pas à ce mesures, mouvement il y a de aussi des mesures de répression touchant tous les petits partis, les ONG qui sont extrêmement actives en Algérie, qui sont donc arrêtées, réprimées, avec des procès expéditifs. Des procès expéditifs, vous avez un journaliste qui a 5 ans de prison, d'autres, etc. Donc c'est extrêmement important. Donc nous sommes dans des situations de blocage. Et puis il y a le changement aussi du code pénal qui n'arrange en rien tout qui a aggravé évidemment les sanctions avec le fait de toute information portant atteinte aux institutions. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? On en a parlé d'ailleurs. Oui. Ça couvre un spectre effectivement très large de l'expression. On en a déjà parlé ici. Ce qu'il faut relever, ce qui a été dit précédemment, c'est que l'armée maintenant a étendu son pouvoir et est devenue de manière voyante. C'était moins voyant auparavant. Moins voyante. Oui, je vais revenir. C'était une force régulatrice du système politique. Vous avez fait référence à Bouteflika, je vais vous dire que Bouteflika avait un gros problème avec l'armée. Et il les a domestiqués. Pourquoi il avait ce problème avec l'armée? Parce qu'il l'avait récusé, auparavant 93-94. Et il est revenu en 99, et donc son souci, il avait l'autorité et la dimension, il faut le dire, Bouteflika, pour mener à bien cette politique. Et il avait déclaré dans un journal suisse à l'époque, parce qu'il lui avait posé la question sur l'armée, 6 qui viennent me chercher. Il l'avait dit. Et donc il avait essayé d'avoir la main mise sur l'appareil sécuritaire, notamment le DRS, Direction de renseignement et de sécurité, assuré à l'époque par Taoufir Medienne, le fameux Taoufir Medienne. Et puis, il avait pris un certain nombre de mesures intéressant l'institution militaire, départ à la retraite, réarticulation. Mais pourquoi il a été retenu encore une fois pour un deuxième mandat? Vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'en est-il des 2 autres candidats? Il nous reste un peu moins de 5 minutes avant la fin de cette émission. Je veux bien qu'on parle des 2 autres candidats. Alors, les 2 autres candidats, si vous permettez, il y en a d'abord 10 qui ont été écartés dans des conditions irrégulières, dont 2 femmes. Louisa Hanoun, Parti des travailleurs, et Zoubida Assoul, donc, qui était aussi candidate. Et alors, ils ont gardé 2 candidats pour donner l'illusion du pluralisme. Il y a un candidat kabyle qui est Youssef Aouchiche, représentant le Front des Forces Socialistes, qui est le parti historique créé par Hossein Ait Ahmed. Et il y a un certain Ali Hassani Sherif qui, lui, vient de la mouvance islamiste. Voilà donc. Alors, évidemment, ils vont faire quelques pourcents, etc. C'est de la figuration, c'est le cas de le dire. C'est des candidats alibi. Oui, voilà. C'est des candidats alibi. Pour montrer qu'il y a du pluralisme, etc. Mais fondamentalement, ce qui va être important pour ce scrutin-là, c'est
me semble-t-il, le taux de participation. Officiellement, en décembre de 99, 2019. Là, 2019, pardon, 12 décembre de 2019, officiellement, il y avait eu un taux de presque 40%. 39,68. Réellement, on le sait, c'était 23%. Chiffre réel. 23,7. Voilà, 23%. Les chiffres Alors, seraient-ils qu'est-ce qui donc va se gonflés? passer? Oui. Évidemment. Pourquoi? C'est pour montrer finalement le Comment taux de participation, pour montrer que quand C'est même un on fait enjeu encore important. confiance à cet Alors, appareil politique. je prends le risque, si vous le permettez, de dire ce soir que le prochain taux de participation qu'on connaîtra dans les prochains jours sera supérieur à 40%. Il sera même supérieur à 50% pour montrer qu'il y a une légitimité électorale. Absolument. Or, ce président n'a pas de légitimité électorale. Il a été élu dans les conditions que j'ai évoquées. Et donc, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, d'autant plus que, et je vais revenir sur cela, est-ce que vous pensez que cette faible, ou en tout cas le faible taux de participation des électeurs algériens est craint? Mon collègue Mustafa a parlé de l'armée comme régulatrice. Ils ont eu l'expérience de 2019 où tout le monde a critiqué le taux de participation. L'armée sera là pour gonfler les chiffres et ils ont les moyens. Jusqu'à quand? C'était ça en fait. Pour moi, Jusqu'à quand l'armée aura mainmise sur la gestion de ce pays? C'est structurel. ça date de 62. C'est structurel. Sauf que c'est le changement de Non, mais mode on voit quand même un appareil militaire qui, quand même, prend Oui. de l'âge. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui pourrait remplacer ces ténors, pour ne pas dire... Avant de les remplacer, madame, on les adoube et on les formate. Eh oui. Oui. C'est comme ça que ça s'est transmis depuis 1962. Mais ce n'est pas la jeunesse de l'armée. L'armée est là, elle est installée, elle est dans un confort, elle régule. Il a dans ses caisses des présidents à volonté. Et pourquoi ils n'en ont pas sorti d'autres s'ils en ont? Parce que... Et c'est Mjid Tebboune qui rempile pour un nouveau mandat. Pourquoi? Mais on choisit le plus docile d'entre eux. Qu'est-ce qu'il peut refuser? Qu'est-ce qu'il a refusé? Il va même détruire des établissements publics où il y a des technocrates, des ingénieurs, des gens de qualité pour mettre des militaires. Comme si les entreprises publiques étaient des casernes. La popularité de ce président, qu'est-ce que vous en pensez? La popularité de ce président, d'autant plus qu'en avril, il a annoncé quand même des hausses de salaire, des hausses de pensions, ces fameuses pensions qui sont distribuées pour les chômeurs. Que pensez-vous de sa popularité? D'autant plus qu'il y a des vidéos même qui circulent sur des jeunes qui... Oui, mais ça... vraiment, là, on frôle un peu Je vais vous dire, le problème des présidents candidats, c'est la mythomanie. Il ment sur les statistiques et il les prend pour c'est un cas psychologique, c'est un cas pathologique, c'est la vérité. Le pire, c'est que vous mentez et vous croyez dans vos mensonges. Et en face... Comme la troisième meilleure économie au monde, troisième économie mondiale. Oui, il a balayé l'Allemagne, vous vous rendez compte. C'est le record de l'Afrique. Non, il a poussé même le Canada à la 11e place. Il est dans le top 3 et dans le top 10. Écoutez, nous sommes dans le délire. Mais ce qui est encore plus désolant, c'est le parterre qui applaudit. Avec une galerie de cravatés de gens de la classe moyenne, quand il dit nous sommes la troisième puissance du monde, ils applaudissent. Mais ils sont atteints par le syndrome de Stockholm, madame. On adhère à des fausses données. Et nous sommes dans un peuple, sans généraliser, qui croit tout ce qu'on lui dit, sauf que dans la campagne électorale, ceux qui assistent sont triés sur le volet et par la sécurité, s'il vous plaît. Un mot peut-être, si vous permettez, pour finir. En un mot. Un mot. Il y a une grande victime dans tout ça. C'est le peuple algérien. Et il y a une autre grande victime, c'est le Maghreb, de nos voeux. Et puis là, on le voit avec les frictions dans la sous-région. Il y a aussi cette intégration africaine qui risque d'en prendre un coup, encore une fois, à cause de certaines décisions qui sont certainement sujettes
à débat. Mais en tout cas, voilà, demain... Et peut-être, madame, quelque chose de grave, c'est les séparatismes qui sont encore en train d'être encouragés par l'Algérie sur la région de l'Azawad. Tout à fait. Et ça, il faut vraiment faire attention. Merci messieurs, merci d'avoir participé à cette Merci à émission. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.